Bonjour Marlène Schiappa, Bonjour. secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Merci d'être avec nous. On parle beaucoup en ce moment des cas de harcèlement. Et il y a la famille de l'INSEE qui va être reçue par Brigitte Macron demain. Est-ce que c'est suffisant quand on doit répondre à des cas de harcèlement qui conduisent au pire comme cela ? D'abord, je vais avoir, non seulement en tant que ministre, mais surtout en tant que maman, je vais avoir une pensée à la mémoire de cette jeune Lindsay et dire à quel point je trouve que ses parents, et notamment sa famille et sa mère, est extrêmement digne et courageuse face à ce drame qui est la pire chose qu'on puisse vivre au monde, qui est de perdre un enfant. Donc Brigitte Macron, qui est engagée de longue date contre le harcèlement scolaire, qui a déjà lancé l'alerte vis-à-vis des plateformes de réseaux sociaux, notamment depuis de nombreuses années, s'engage et reçoive la famille. Je trouve que c'est un signal effectivement de soutien face à cette épreuve pour la famille. Oui, il y a l'INSEE, mais on pourrait bien sûr aussi parler de Chahina, brûlée vive, poignardée, le procès a lieu en ce moment. Là aussi, est-ce qu'il y a une réponse judiciaire à de telles horreurs ? Bien sûr, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord judiciaire, vous l'avez dit, mais aussi sociétal. Par exemple, dans le cas de la jeune Lindsay qui est décédée aujourd'hui, le harcèlement, dit la famille, continue sur les réseaux sociaux. Il l'insulte post-mortem. On est quand même dans de l'abjection la plus totale. Et sur l'affaire de la jeune Chahina, je veux dire là aussi à quel point je pense à sa famille, notamment à son frère, qui porte vraiment sa mémoire, notamment dans les médias. Moi, ça me rappelle l'affaire de Soham Benziane, vous vous souvenez, qui avait été brûlé vif dans un local à poubelle. Ça avait donné lieu d'ailleurs à la création de Ni pute ni soumise. Il y avait eu un soulèvement de la société française à ce moment-là, vis-à-vis des conditions de vie, notamment des jeunes femmes dans certains quartiers, dans des cités. Et d'ailleurs, après la condamnation, le meurtrier de Soham Benziane était glorifié dans la cité. Il y avait des tags à sa gloire sur les murs, si bien que c'est la famille Benziane elle-même qui a dû déménager. Sa cousine Assia Benziane, qui est aujourd'hui élue chargée des droits des femmes à Fontenay-sous-Bois, a raconté ça récemment, et c'était assez glaçant de voir qu'on prend le parti du meurtrier et non pas de la jeune femme qui a été tuée. Ça nous montre à quel point il y a un dysfonctionnement dans les rapports femmes-hommes à ce sujet. Oui, le meurtrier présumé qui nie aujourd'hui les faits de Chahina aurait dit à un co-détenu, se serait vanté avec le sourire de ce qu'il avait fait en disant « Je ne veux pas être le père d'un bâtard ou d'un fils de pute », je le cite. C'est toutes les femmes qui doivent se sentir agressées aujourd'hui. En fait, Chahina, elle a vécu à la fois du cyberharcèlement, elle a vécu des agressions sexuelles et des viols. Le viol dont elle a été victime avait été mis en ligne sur les réseaux sociaux comme une manière de lui faire honte. En fait, c'était le but, c'était l'objet de mettre en ligne cette vidéo. Et ensuite, effectivement, jeune adolescente enceinte, tuée et brûlée. Et je trouve qu'elle a concentré sur elle, dans sa jeune vie innocente, toutes les sévices que des femmes peuvent vivre à travers leur vie. Et c'est vrai que je fais un parallèle parce que Soham, Chahina, le fait de brûler des filles, des jeunes filles, en invoquant leur mode de vie ou leur sexualité, nous montre à quel point il y a une détestation de la liberté des femmes dans notre société. Quand une jeune femme agit comme une jeune femme libre, qu'elle dit non à un garçon dans le cadre de Soham, ou qu'elle entend vivre comme elle le souhaite et sans agression dans le cadre de Chahina, eh bien, comme pour la punir, il y a derrière ce fait de brûler vif. On ne brûle jamais vif un jeune homme, ça n'arrive pas, alors que des femmes sont brûlées à l'acide, brûlées par le feu, comme des meurtres de vengeance, comme des crimes de déshonneur dans beaucoup de pays du monde, et maintenant en France aussi. Oui, victime, Chahina, d'agressions sexuelles, Oui. du sursis pour les auteurs. Est-ce que la justice est assez dure ? La loi, normalement, et moi, quand j'étais en charge de l'égalité femmes, j'ai durci la loi sur les agressions sexuelles et j'ai allongé les délais de prescription également sur les agressions sexuelles et les viols, notamment commis sur mineurs, pour faire en sorte qu'on puisse se saisir de cela et qu'il y ait des peines. Et moi, je crois qu'en cas de violence sexuelle, les peines prononcées, à l'appréciation du juge, bien sûr, mais doivent être les plus sévères possibles, y compris pour le signal que cela renvoie. Parce qu'après, sinon, il y a un sentiment d'impunité et ça décourage aussi les femmes de signaler les faits. Elles se disent, si je signale les faits, mais qu'in fine, il n'est pas condamné, à quoi bon finalement signaler les faits ? Donc au ministère de l'Intérieur, on a déployé tout un travail de lien police-justice pour faire en sorte de mieux recueillir les plaintes, de mieux les qualifier aussi, pour que le parquet reçoive des plaintes qui soient bien prises et bien qualifiées et qu'on puisse ensuite poursuivre et condamner, bien sûr, les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Oui, et le petit Lucas qui s'est suicidé parce qu'il était jugé homosexuel, les harceleurs, finalement, s'étaient requalifiés en harcèlement ayant conduit à une incapacité de travail de plusieurs jours.
secours et non pas comme auteur finalement ou responsable du suicide. Est-ce que là aussi la justice ne veut pas voir la réalité? Et toutes ces affaires, et vous avez raison de faire le parallèle entre toutes ces affaires, tous ces terribles drames autour des questions de harcèlement et de violence finalement vis-à-vis des jeunes, montrent aussi le désarroi et la solitude de ces adolescents et ces adolescentes. Certains ont appelé à l'aide. L'INSEE, dans sa lettre qui glace le sang, explique qu'elle est allée voir des adultes et qu'elle leur a parlé. Shaina aussi, elle avait tenté à sa manière d'appeler à l'aide et de dire ce qu'elle vivait et de demander à être protégée. Et ça n'a pas été le cas. Donc moi, je crois qu'il y a une question et un enjeu de comment les adultes protègent les enfants. Je sais que ma collègue Charlotte Cobel, qui est chargée de la protection de l'enfance, est en train de travailler sur ces sujets. Mais c'est à nous, adultes, le monde éducatif, mais aussi les parents, les familles, les adultes référents, d'être à l'écoute des enfants et d'apporter des réponses pour mieux les protéger et ne pas minimiser. On a trop souvent tendance à penser que quand un enfant a un chagrin ou vit quelque chose, c'est pas grave parce que c'est un enfant ou un adolescent. Mais le harcèlement, le cyberharcèlement, le harcèlement scolaire, il glace le sang. L'INSEE dit qu'elle était insultée du matin au soir. Aucun humain d'aucun âge ne peut supporter de se faire insulter du matin au soir tous les jours que Dieu fait. Oui, il y a aujourd'hui une dénatalité en France et ça, Oui. ça vous inquiète dans votre ministère. On parle d'éco-anxiété, peut-être de peur de l'avenir. Vous dites au fond, il faut changer cela. Parce que là, les naissances sont en chute libre. Bien sûr, moi, je considère qu'une société qui va bien, c'est une société qui fait des enfants. Et qu'effectivement, en France, on a beaucoup d'indicateurs qui sont positifs, notamment sur le plan économique, grâce à la politique d'Emmanuel Macron. Je pense au fait qu'on tente vers le plein emploi, notamment. Mais la natalité reste encore un gros sujet de travail. Et moi, je trouve que dans le débat public, on prend souvent la natalité par le mauvais côté des choses. C'est-à-dire, quand on parle politique publique de relance de la natalité, on parle souvent allocation, en disant est-ce qu'il faut plus ou moins d'allocation, etc. Or, il n'y a aucun couple qui va décider de faire un enfant parce qu'il a 34,17 € de plus d'allocation sur son tableau Excel au moment où il fait ses comptes. La philosophe Eliette Abécassis, elle dit dans Un heureux événement qu'on fait des enfants par amour, par ennui ou par peur de la mort. Et ensuite, dans son livre, elle développe le fait que c'est aussi un geste d'espoir et de confiance pour l'avenir. Donc effectivement, comment redonner confiance à toutes ces jeunes générations qui nous disent qu'elles ont peur pour la planète et donc pas envie d'avoir des enfants dans ce contexte-là. Il faut dire qu'on le répète beaucoup, qu'il faut avoir peur pour la planète. Parce qu'on le dit peut-être trop après les années Covid. Est-ce qu'au fond... Cette question de l'éco-anxiété, je pense qu'on doit l'entendre et y apporter des réponses. C'est ce qu'on tâche de faire. Puis il y a la question organisationnelle des familles. Vous avez aussi des familles qui se disent qu'elles aimeraient avoir un deuxième ou un troisième enfant, mais trouver une place en crèche ou un mode de garde est très difficile. Se loger dans les grandes villes et ailleurs de plus en plus est très onéreux. Changer de voiture représente un coût, une organisation. Les familles sont parfois éclatées. On n'a plus toujours les grands-parents à proximité. Donc toutes ces questions d'organisation, on doit y apporter des réponses, y compris par exemple en développant les crèches associatives ou le service public de la petite enfance, tel que la Première ministre a commencé à en présenter les contours. Oui, on parlait de l'environnement. Demain, vous êtes au Parlement européen. Vous allez rencontrer celle qui devrait succéder au grand chef Raoni, les Indiens d'Amazonie. C'est au fond un message très français que vous portez, au fond de dire qu'il y a une solidarité internationale avec les Indiens d'Amazonie, avec ces populations, parce que d'eux dépend notre avenir aussi demain. Mais absolument, je serai au forum Women Political Leaders, qui est organisé effectivement à Bruxelles au Parlement européen. Et on m'a demandé de prendre la parole sur le thème Representation Matters, la représentation compte, importe. Et j'ai choisi de consacrer mon temps de parole à cette guerrière incroyable que l'on voit en ce moment, qui effectivement est pressentie pour... La chef Ouattata Kalou. Oui, absolument, c'est elle, qui est pressentie pour succéder au chef Raoni et qui parle au nom des femmes de la forêt amazonienne. Et quand je l'ai rencontrée dans mon ministère, je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Et elle m'a dit, vous avez une voix. En France et en Europe, on vous entend quand vous parlez. Et donc, je vous demande de parler pour nous, de parler pour les femmes d'Amazonie et pour la forêt amazonienne et pour les droits des peuples autochtones en Amazonie. Donc, c'est ce que je vais faire. Je lui octroie mon temps de parole et je vais parler en son nom à sa demande pour sensibiliser les Européens. C'est vrai que l'Amazonie, c'est le poumon du monde. C'est grâce à l'Amazonie qu'on peut aussi respirer encore un oxygène. Et c'est vrai que les droits des peuples là-bas en Amazonie et au Brésil sont bafoués et que nous devons les soutenir. C'est le sens aussi de la rencontre entre le président Macron et le chef Raoni cette semaine. Oui, il y a beaucoup j'ai l'impression d'envie de solidarité, même si la société est fracturée. Aux associations, il y a beaucoup de bénévoles. Un Français sur 3 est bénévole. Vous leur dites, au fond, il faut
vous engager davantage? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ou comment il faut faire pour que toute cette bonne volonté puisse s'exprimer, être utile? Moi, je dis d'abord que je fais tout pour aider l'engagement des bénévoles, en simplifiant notamment les paperasses, l'administration, parce que quand vous avez envie d'être bénévole et que vous voulez aider, être solidaire, c'est pas pour aller remplir des papiers, en général, et des CERFA. Donc d'abord, je fais tout un travail avec les assises de la simplification associative, pour qu'il y ait moins de papiers à remplir, c'est une première chose. Et ensuite, on valorise les bénévoles. J'ai décerné, par exemple, des médailles du bénévolat. On travaille aussi sur une VAE bénévole, une validation des acquis de l'expérience bénévole, qui vise à dire que vous avez été bénévole 4 ans, et ben vous avez acquis des compétences, et on va vous aider à les sanctionner par un diplôme, pour que vous puissiez avoir ce diplôme qui va finalement reconnaître le temps que vous avez passé en tant que bénévole. Oui, cette affaire du fonds Marlène Schiappa, vous allez être entendu devant les sénateurs. 2 500 000 € de subventions après le terrible assassinat de Samuel Paty, destiné à lutter contre la radicalisation, dont aujourd'hui on conteste finalement ce qu'en ont fait les associations qui en ont été les attributaires. Alors certaines associations, c'est important pour moi de le dire, parce que j'étais diffamée dans cette affaire, je ne suis accusée de rien. Je ne suis même pas en train de me défendre, de vous dire que je suis innocente d'accusation, je suis en train de dire que je ne suis pas accusée. Dans un premier temps, on a dit qu'il y aurait eu des détournements, il est démontré aujourd'hui que je n'ai évidemment pas un centime. Ensuite, on a dit que j'aurais fait du favoritisme et que j'aurais donné des subventions à des amis. Il est démontré aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais pardon, c'est le procès de Kafka. C'est ubuesque, ces accusations. On va vous dire, vous êtes ami avec un tel et c'est pour ça qu'il est subventionné. Et vous vous dites, mais on n'est pas amis, on ne se connaît pas, on n'a pas déjeuné ensemble, j'ai pas son numéro, je ne suis pas amie avec cette personne. Et on vous dit, si, on pense que vous êtes amis et c'est pour ça qu'il a eu des subventions. Alors que je n'ai même pas décidé de l'octroi des subventions. Donc tout cela est ubuesque. Moi, je suis ravie qu'il y ait une commission d'enquête au Sénat qui peut contribuer à la recherche de la manifestation de la vérité. J'apporterai les éléments dont je dispose, mais aujourd'hui, les personnes qui peuvent apporter des réponses sont celles et ceux pour lesquels on s'interroge sur l'utilisation de ces fonds. Est-ce qu'ils ont été utilisés à bon escient ou pas? Ils devront répondre. Et ensuite, moi, je répondrai de mon action en tant que ministre, comment nous avons constitué cet appel à projet, comment nous avons mis en place des contrôles pour le temps pour lequel j'étais ministre, car j'ai vu qu'on déplorait qu'il n'y ait pas de contrôle à partir de juin 2022. C'est une période à laquelle je n'étais plus aux responsabilités à ce moment-là. Oui, mais au fond, vous dites, c'est ces associations-là qui sont responsables de l'utilisation des fonds et pas celui qui attribue ces fonds. Non, moi, ce que je dis d'abord, c'est qu'il y a une commission d'enquête. Elle travaille de manière sérieuse au Sénat, de manière sereine, dans un temps long. J'observe qu'elle fait des auditions poussées, détaillées, très longues, avec un travail vraiment sérieux, notamment de collecte de tous les documents nécessaires. Monsieur le président de la commission, monsieur le sénateur Raynal, a dit lui-même en conférence de presse, il n'y a aucun sujet Marlène Schiappa. Le sujet n'est pas Marlène Schiappa. Le sujet est comment ces subventions ont été attribuées et ensuite contrôlées. Et est-ce que l'État a donné des subventions à une association qui ensuite n'a pas donné satisfaction? Et dans quelles conditions lui a-t-il été demandé de rembourser, puisque manifestement c'est le cas? Donc tout ça doit nous servir à améliorer l'action publique par la suite. Mais c'est très différent de poser la question de dire est-ce que des contrôles ont bien été opérés ou de dire il y a du détournement. Les deux accusations sont extrêmement différentes. Et moi, je serai très vigilante aux conclusions qui seront apportées par la commission d'enquête du Sénat. Oui, regardez, ça vous l'avez bien sûr vu. Hein. C'était la une de Libé ce week-end, enquête Calamity Schiappa. Voilà. Au fond, c'est flatteur, c'est flatteur de se retrouver comme ça à la une où on s'interroge sur qui vous êtes, quelle est votre importance auprès d'Emmanuel Macron, etc. Vous fascinez, Marlène Schiappa, quelque part, vous fascinez. Bah, écoutez, c'est gentil. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? En tout cas, moi, Camille Tigène, c'était une conquérante de l'Ouest qui a écrit sa propre légende d'ailleurs de son vivant. Je me souhaite d'avoir une fin différente parce qu'elle est morte assez jeune, alcoolique, dans des conditions de dénuement terribles. Elle n'a pas été ministre, elle. Hein, Non, je crois pas. Voilà, après, je sais pas. Voilà, c'est ainsi. Oui, mais en tous les cas, vous êtes bien ministre. Alors, je cite François Ruffin de la France Insoumise. Il a fait un tweet. Il dit Lionel Messi quitte le PSG, Benzema quitte le Real Madrid, Zlatan Ibrahimovic arrête sa carrière et Marlène Schiappa est toujours au gouvernement. Bah oui, mais écoutez, je suis toujours au gouvernement. Ça fait 6 ans, 3 ministères, 2 quinquennats que je suis au gouvernement. François Ruffin, pendant ce temps, pour prendre sa métaphore, il n'est pas sur la feuille de match, il n'est pas sur le terrain et encore moins sur le ballon. Et j'ai envie de lui dire,
Peut-être que pour lui, être ministre est un but en soi, une aspiration, un fantasme caché ou pas très caché en l'occurrence. Moi, c'est quelque chose que j'ai accompli pendant 6 ans. Vous savez, Cantona, quand il arrête d'être footballeur, il n'arrête pas d'être le king. Donc rester ministre n'est pas en soi un objectif de vie pour qui que ce soit. Mais je suis ravie de fasciner jusqu'à François Ruffin. Oui, mais en même temps, vous ne vous dites pas, au fond, c'est parce que je suis une femme, c'est parce que j'ai fait la une de Playboy, etc., que je dérange. Oh, je dérangeais déjà avant de faire la une de Playboy. Moi, vous savez, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA. J'ai grandi dans des quartiers plutôt populaires, dans des milieux modestes. Rien ne me prédestinait à devenir ministre. Et on sait à quel point la vie politique est dure et cruelle vis-à-vis des femmes dont on considère qu'elles ne sont pas du sérail. Regardez Rachida Dati, à quel point elle était critiquée pour sa vie personnelle, pour son apparence, pour sa famille, même jusqu'à sa propre fille, dès lors qu'elle faisait quoi que ce soit. Et pourtant, nous ne sommes pas du même bord politique, nous ne faisons pas les mêmes politiques publiques. Mais j'observe qu'effectivement, quand une femme n'est pas du sérail en politique, elle bouscule. Et donc, il y a cette espèce d'acharnement. On parlait tout à l'heure du harcèlement vis-à-vis des jeunes et des adolescents. Mais je trouve que nous vivons dans une société qui s'est accoutumée au harcèlement. Et on considère que parce qu'on est exposé, ce serait normal de recevoir des milliers d'insultes, de menaces, de viols, de morts, de photomontages, de micro-agressions quotidiennes parce qu'on est exposé. Donc, quelque part, on l'aurait mérité. Dans ce contexte, comment est-ce que vous voulez qu'on incite des jeunes femmes à s'engager dans la vie politique? Moi, aujourd'hui, honnêtement, j'ai passé des années à aller sélectionner des femmes dans les commissions d'investiture, notamment pour les élections législatives, pour attirer des femmes vers la politique. Aujourd'hui, je vais vous dire, je ne le fais plus. Parce que je n'y crois pas, en fait. Je n'y crois plus d'aller dire à des jeunes femmes, venez, engagez-vous en politique, ce sera formidable. J'ai pas envie, j'ai l'impression de les envoyer dans la fosse aux lions et de leur dire, engagez-vous en politique et vous vous ferez insulter tous les jours que Dieu fait, que vous fassiez quelque chose ou que vous fassiez son exact inverse. Vous existerez trop ou pas assez, vous serez trop voyante ou pas assez, trop féminine ou pas assez, et vous passerez vos journées à subir des menaces, quelle que soit la politique publique que vous conduisez, quel que soit votre bord politique au demeurant. Donc je trouve que notre société devrait s'interroger sur ce rapport qu'elle a avec les femmes en politique. Oui. Oui. Et puis la façon aussi de faire la politique, au fond, on reproche au gouvernement sa manque de notoriété, ce qui n'est pas votre cas. On vient de le voir encore avec la une de Libé. Il y a peu de membres du gouvernement dont la population serait capable de citer le nom. Hein. Oui, bah écoutez, moi oui. C'est ça aussi, faire de la politique, c'est aussi s'exposer. C'est bien aussi sûr, prendre des coups. Bien sûr, c'est défendre ses idées. Moi, j'ai toujours démontré que je n'avais peur de rien. Il y en a qui peut-être ne le font pas. Écoutez, moi, je pense que ça va avec. En fait, je ne suis pas ministre pour rester assise dans mon bureau. Je suis ministre pour défendre mes convictions et ce en quoi je crois. Alors peut-être parfois, d'autres gens croient l'inverse. D'autres gens trouvent que ce n'est pas la bonne méthode. D'autres gens ont d'autres points de vue. Bah, il faut le dire, c'est la démocratie. Il y a un débat d'idées, mais sur le plan des idées et non sur le plan des personnes. Moi, je suis allée à l'université d'été de la France Insoumise débattre, à la Convention des droits de valeurs actuelles, dans les émissions de Cyril Hanouna comme dans les podcasts de France Culture. Je pense qu'il faut défendre ses convictions partout. Sinon, c'est de l'entre-soi. Ça veut dire qu'on reste dans un petit cocktail dans un ministère avec des gens qui pensent pareil et qui disent « Oh, t'as vu la une de Playboy de Marlène Schiappa, mon Dieu, quel scandale !» Et je pense pas que ça faille vraiment avancer la situation du pays. Mais quitte, y compris d'ailleurs à se faire insulter, voire même à se faire menacer. Vous êtes menacé. C'est qu'au fond, juste parce que vous apparaissez comme ça à la une d'un magazine, on vous insulte. Vous avez été insulté, pas beaucoup défendu. La violence en politique, elle est réelle. Moi, vous savez, j'ai vécu cette chose d'être chez moi avec mes enfants en pleine nuit en train de dormir et d'être réveillée par des dizaines de gilets jaunes qui viennent chez moi taper aux portes et aux volets, crier des insultes et me menacer de mort. Et je sais ce que c'est d'avoir ces enfants qui se réveillent au milieu de la nuit en pleurant, en disant « Maman, il y a des gens qui viennent te chercher pour te tuer », puisque c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Et de moi de dire... Comment je fais pour protéger mes enfants comme ça en pleine nuit s'ils arrivent à rentrer dans la maison? C'est vraiment des choses que je ne souhaite à personne. Alors je ne me plains pas de ma condition, je suis très honorée d'être au service de l'État. Néanmoins, le degré d'acceptation de cette violence ou de relativisation de cette violence, quand ça touche telle personne, c'est scandaleux, mais si ça touche une femme en politique, on est un petit peu moins outré, notamment si elle est visible, comme pour dire vous n'aviez qu'à pas être visible. Bien, je trouve que c'est inacceptable. Oui, mais une femme, elle doit être libre de pouvoir montrer son corps comme elle l'entend. Et sans être insultée ou traitée comme Chahina de pute, pardon. Non, mais vous avez raison de le dire, mais le droit des femmes à disposer de leur corps, il ne souffre pas d'exception. Si on commence à dire les femmes ont le droit de disposer de leur corps, sauf pour faire ci ou pour faire ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit à disposer de son corps. Le droit de disposer de son corps pour une femme, il est universel. Et il concerne aussi bien les jeunes filles que l'on doit
protégées de mutilations génitales, d'agressions, de cyberharcèlement, etc., que des femmes adultes, des mères de famille ou des femmes plus âgées. Oui. À partir du moment où on demande une validation et qu'on dit que les femmes doivent se couvrir, on est dans une forme de pudibonderie visant à dire que la liberté des femmes aurait des frontières et s'arrêterait à certains endroits. Je ne le crois pas. Et puis entre nous, je ne trouve pas cette tenue particulièrement scandaleuse. Non, mais d'entendre des féministes dire on n'a pas le droit de faire ça, une femme n'a pas le droit, comme vous, sur cette photo-là qu'on voit à la une. Mais votre résumé est excellent, oui. En fait. À quel moment une féministe dit une femme n'a pas le droit de... Oui, c'est ce que, Moi, je croyais j'ai qu'être entendu. féministe, c'était... Non, mais, Oui. mais c'est pour ça que je dis que vous avez raison. J'ai entendu de celle qui vous a succédé au secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, par exemple, Elisabeth Rome, ou de Ségolène Royal, ou d'autres. Mais à quel moment on considère qu'une femme n'a pas le droit de... C'est vraiment une question que je pose. Moi, en tant que féministe, je m'engage pour la liberté des femmes, pour l'émancipation des femmes, pour leur droit de faire des choix, y compris différents des miens. Et ce féminisme qui vise à dire aux femmes ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire, c'est pas ma vision du féminisme. Ouais. Vous restez toujours auprès d'Emmanuel Macron, avec lui dans le même combat, comme le soutien d'Emmanuel Macron, bien sûr. J'étais une marcheuse des premières heures. J'ai eu la chance je veux dire. Oui, j'ai eu la chance de faire la campagne de 2016-2017 avec Emmanuel Macron, à l'époque où on ne pensait pas qu'il deviendrait président de la République. Voilà, et de l'accompagner, d'être à ses côtés auprès de lui dans ces 2 quinquennats. Et je trouve qu'on a un président qui est extrêmement courageux, qui est solide, qui a été et qui est toujours disruptif d'ailleurs lui-même dans sa manière de faire de la politique. Il a transformé la vie politique. Il y a un avant et un après Emmanuel Macron, y compris sur le plan des idées, dans le paysage, dans la composition du paysage politique. Et on le voit encore aujourd'hui à quel point il est à la fois disruptif et en même temps dans cette continuité de l'histoire de la France, puisqu'il était au Mont-Saint-Michel, en défense du patrimoine, en défense aussi de la mémoire des combattants français. Donc c'est un président de la République solide et courageux. Et même si dans son entourage, il y en a qui anonymement d'ailleurs dans la presse vous critiquent, vous dites ça ne vient pas de lui. Lui... J'en sais rien. Écoutez, moi, je regarde la presse. Dans Libération, le titre est que je suis protégée par l'Élysée. Il y a pire comme avis à donner sur un ministre. Alors, je ne cherche pas spécialement à être protégée. Donc, comme je suis au service d'eux, je suis au service de l'action et du projet du président de la République, des Françaises et des Français. Et c'est ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui. Demain, je serai en déplacement auprès des associations et des bénévoles qui s'engagent dans notre pays. C'est ça qui m'intéresse finalement. La presse écrit beaucoup sur ma personne, je ne les sollicite pas. En l'occurrence, on a parlé de la couverture de Playboy, je n'ai pas sollicité la couverture de Libération. Et moi, j'essaye de parler aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait. Vous savez, j'ai fait naturaliser des travailleurs Covid qui étaient en première ligne pendant la pandémie. Je suis très fière quand je croise des gens dans la rue qui me disent « Aujourd'hui, je suis un citoyen français et c'est grâce à vous ». Ça me touche beaucoup. Merci. Merci Marlène Schiappa. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été notre invitée aujourd'hui.